merci beaucoup à nos chers panélistes. Donc, pour commencer, je vais commencer par Kay. Donc, on a parlé de religion aussi. Donc, déjà, Amar nous a parlé un peu de l'aspect juridique de la religion. Mais quand on parle de religion, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Alors, bonjour tout le monde, déjà. Alors, si on me pose à moi la question de c'est quoi la religion, et qu'on se base sur l'interprétation ou ce que ça veut dire à l'origine, au latin, religare, relier entre soi. Alors, relier, mais relier quoi? Relier, pour moi, la religion, c'est relier les êtres entre eux, créer des communautés, et relier le monde matériel au monde spirituel. Donc c'est à deux niveaux, un niveau horizontal et un niveau vertical. Voilà. Et du coup, est-ce que la religion et les droits humains sont incompatibles? Je ne pourrais pas parler d'incompatibilité pour deux choses qui sont vivantes. La religion, c'est vivant, le droit humain, ça peut être quelque chose de vivant. Donc si ça respire, ça ne peut pas être incompatible. Non, voilà. Donc ma prochaine question est pour le père Laurent Huguet. Donc tout à l'heure, on a parlé justement de l'invocation des arguments religieux pour contrer justement les droits humains. Comment faites-vous en tant que prêtre, en tant qu'homme religieux, pour qu'on ait une interprétation des textes religieux qui soit quand même conforme aux droits humains, qui respecte la dignité humaine? Bonsoir à tous. Tout d'abord, je ne peux pas ignorer que dans ma tradition religieuse, catholique, chrétienne, il y a eu toujours des tensions. Il faut être honnête, il faut être vrai. Tout à l'heure, on parlait de l'Holocauste, et en ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Si c'est un homme » de Primo Levi, que vous connaissez peut-être. Et je me disais, je ne peux pas m'empêcher de me dire que l'Holocauste a eu comme terreau la société européenne occidentale. Et donc, forcément, que le christianisme a eu un impact sur cette manière de voir les hommes, etc. Bien sûr, la religion, chrétienne en tout cas, n'est pas que, bien sûr, véhicule de haine et de souffrance, etc. La religion, dans l'histoire de l'humanité, a amené des bons en termes de bonding, bien sûr, de liens. On a parlé de liens. J'ai fait des études de Bible et je suis bien placé pour savoir que dans l'interprétation, on a parlé d'interprétation des Écritures, il y a de la respiration, du dynamisme. Et ces interprétations sont toujours ouvertes à la vie et au dialogue. Donc on a interprété les Écritures sacrées, la Bible, et on a justifié certaines pratiques qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et lorsque on a entendu le père Philippe Goupil citer Genèse 1, 27, hommes et femmes, il les créa, est-ce que ça veut dire que Dieu crée uniquement l'homme pour la femme pour l'homme? C'est ce que je dis dans les mariages. Mais dans mon discours et dans mes dialogues et dans mes rencontres avec des jeunes qui me disent leur homosexualité, je dois créer, j'ai bien aimé l'expression tout à l'heure, le safe place, de safe home, où ils peuvent se dire leur homosexualité à un prêtre et dire leur foi et en même temps leur difficulté dedans. Donc moi je suis là pour avant tout accueillir, respecter et ouvrir un dialogue. Dans ce dialogue, je dois avouer que je ne suis pas toujours à l'aise. Dans ce dialogue, je suis parfois moi-même en interrogation. Pendant cette semaine-ci, je faisais mon jogging hier, je dis, tu peux la raconter. Et puis, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des difficultés, et on essaie dans ces tensions-là d'avancer. On se cherche toujours. Voilà. Ma prochaine question est pour Krishni, académique, en droit. Tout à l'heure, Amar a parlé justement qu'il y a eu sur différents sujets des dialogues. Et souvent la question qui revient, c'est est-ce que le fait qu'on soit obligé de dialoguer pour avoir un droit, c'est pas en quelque sorte reconnaître qu'on est moins que l'autre? Alors, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour le collectif Arc-en-Ciel pour organiser ce dialogue. Alors, comme
Amr a mentionné tout à l'heure, c'est vrai que avoir à dialoguer, avoir à défendre les droits des minorités, alors quelque part, c'est dire que il faut combattre quelque chose, il faut combattre les idées reçues, les préjugés, la discrimination, juste pour prouver que, ok, on est humain et on peut avoir le choix qu'on veut pour aimer quelqu'un, épouser quelqu'un, et même si c'est une personne du même genre que nous. Alors moi, pareil comme vous, hier aussi, j'étais en train de penser, ok, qu'est-ce que je vais venir parler ici? Parce qu'à Maurice, quand même, il faut être politiquement correct. Alors, si vous venez sur une plateforme, il faut dire des choses que tout le monde they agree with, parce que, vous savez, on est dans une société et il faut faire de sorte que on se conforme aux normes sociales. Mais c'est vrai que faut-il, et on continue, et on est là pour ce dialogue, alors on est en train de défendre quelque chose que moi, je pense que ça doit être acquis. Et voilà la difficulté, mais quand même, il faut le faire. Alors, on a vu que dans le passé, à travers l'histoire, etc., que les femmes ont dû se battre pour avoir le droit de vote. Et les sociétés indigènes ont dû se battre pour que leurs droits soient respectés, même dans le domaine de l'environnement, par exemple. Et ça continue à se passer au Brésil et dans d'autres pays, en Inde, en Afrique, etc. Alors, c'est quand même triste qu'il faut le faire. Et j'étais en train de parler à un ami sur WhatsApp, il est en Australie, et il me disait « Ah, mais en créole, qui sont les histoires LGBTQ là, ça you know, everyone has human rights and everyone's rights are respected. » Et je lui ai dit, si on est en train de faire un terme qui est LGBTQ, féministe, ou any other term, c'est qu'il y a un problème. Alors, je ne crois pas que, comme si vous venez de faire une pause, nous ici, on dit, alors il y a un problème, et c'est dommage qu'il faut venir dans un hôtel et dialoguer about something que pour moi, je pense que ça doit être acquis, mais c'est un bon commencement. Alors, au moins, il y a ce dialogue qui est en train de se taking place. Alors, c'est un bon début, mais c'est triste quand même qu'il faut continuer à défendre un droit qui doit être est supposément acquis. Merci beaucoup, Krishni. Je me tourne à toi, Muriel. Toi qui as été impliquée au collectif français de assez longtemps maintenant. Quel est le regard que tu jettes, toi, sur les droits humains des personnes LGBT à Maurice? Oui, comme tu as dit, donc ça fait 10 ans, un petit peu plus de 10 ans que je suis au collectif. Et comme toi tu as dit aussi, c'est un combat bien long. Je ne suis pas du tout en train de faire ça pour, je crois, les gens qui ont mon âge. Pas du tout, je crois que ce sera pour les enfants d'après, une fille, moi, ça, là. Et quel est le regard que je jette sur les droits? Bon, déjà, comme je ne sais plus qui a dit ça, il n'y a pas la police qui va nous attendre quand on va sortir d'ici, parce qu'effectivement, dans certains pays, on a vu ça aujourd'hui, je crois que c'était hier, Nigeria, même tenir une assemblée comme ça n'est pas autorisé, c'est pas possible. On a beaucoup de chance, c'est un tout petit pays, on a beaucoup de chance de pouvoir avoir ce genre de dialogue-là. Moi, je welcome, bien sûr, on va parler de religion, on va parler de spiritualité, tout ça. Moi, je trouve ça formidable d'avoir tout le monde qui participe à ce combat, à ce dialogue, même si on n'a pas envie de combattre dedans, mais au moins, il y a un intérêt à dialoguer par rapport à ce sujet qui est important, qui sont les droits humains. Et vous autres, on ne parle pas de choses extraordinaires, on parle juste d'amour, c'est tout. C'est juste, est-ce que j'ai le droit d'aimer cette personne-là m'aime aussi. C'est ok ou bien non, mais c'est tout. Donc voilà, moi je pense qu'on a beaucoup de chance à Maurice de pouvoir avoir une Pride. Donc on a eu la Pride l'année dernière, j'espère qu'on aura la Pride cette année-ci encore. Et on peut avoir des Prides, on peut avoir ce genre de dialogue, on peut inviter des gens, on peut prétendre avoir son excellence ici, c'est génial. Donc voilà, moi je trouve qu'on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, il y a encore beaucoup de choses, sinon le collectif n'existerait pas. Merci beaucoup, Muriel. Tout à l'heure, Ama a mentionné aussi la section 250 du Code pénal. Donc bien sûr, on ne va pas nous attendre dehors, mais il reste quand même cet article qui pèse comme une épée de Damoclès sur les personnes LGBT à Maurice. Maître Varma, donc vous avez écrit un article en 2018, si je ne me trompe pas, lorsqu'il y avait eu la décision de la Cour suprême indienne. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet article 250 du Code pénal
à sa place dans la société mauricienne de 2021? D'abord, bonsoir tout le monde. Quand j'ai accepté l'invitation du collectif, je n'étais pas encore élu président du Peuple français. On ne savait pas ce qui allait se passer, mais les choses ont bougé très vite. Bon, l'article 250, en mon opinion, n'a pas sa place. Et c'est chagrinant que il faut comme si avoir une bataille pour pouvoir avoir des changements au code pénal. Parce que les choses, si on regarde dans le contexte international, dans plusieurs pays, les choses ont évolué. On parle de Canada, de la France, Angleterre, Singapour. Les choses ont évolué dans la bonne direction. Et même en Inde, il y a eu le jugement, c'est le jugement de Navtej Singh Johar contre Union of India. C'était un très long jugement. Et avant de parler purement légal, bon, je suis hindou. Et vous savez que dans le Mahabharata, les hindous qui sont là sont bien conversants avec ce texte. Et dans le Mahabharata, il y a Arjuna, et il y a l'aîné Bhishma, et Arjuna est supposé de tuer son arrière-grand-père, parce qu'ils sont dans les camps opposés. Et Bhishma est dans le camp des Kaurava, et Arjuna dans les camps des Pandavas. Mais comment est-ce que Arjuna tue Bhishma? Il s'en sert de Shikhandi. Et Shikhandi, en Inde, on l'appelle un hijra. Et on accepte ça, l'hindouisme a accepté ça back in time, à l'époque du Mahabharata. Les gens ne le savent pas, peut-être, mais c'est une réalité. Et maintenant, pour venir à l'article 250, vous savez que le DPP avait, dans son newsletter d'avril 2017, il avait dit, et je vais lire ce qu'il avait dit. Il avait dit que that the likelihood of Section 250 not passing the test of constitutionality is a high one. Le DPP lui-même avait dit qu'il y a un problème avec la section 250 du Code pénal. C'est très intéressant aussi de lire ce qui a été mentionné dans le jugement indien. Je vais lire en résumé. Whenever the constitutional courts come across a situation of transgression or dereliction in the sphere of fundamental rights, which are also the basic human rights of a section, however small part of the society, then it is for the constitutional courts to ensure that constitutional morality prevails over social morality. In the garb of social morality, the members of the LGBT community must not be outlawed or given a stepmotherly treatment of malefactor by the society. Très important. Et ce qui le Premier ministre canadien, le former, c'est le père de Justin Trudeau, Pierre Trudeau, avait dit ça. There is no place for the state in the bedrooms of the nation. C'est très important. Merci beaucoup, Maître Varmin. Ma prochaine question, c'est justement, on a parlé
de comment la Cour suprême indienne elle a changé, elle a interprété cette loi et la Constitution, surtout pour dire que voilà, ça portait atteinte à des droits constitutionnels fondamentaux. Mais tout à l'heure, son Excellence M. Deger avait aussi mentionné qu'il y avait une autre option. C'était que le Parlement vote une loi. Et ça avait déjà été fait, il y avait une première tentative en 2007 avec le Sexual Offences Bill, mais qui n'avait pas abouti. Mais imaginons si demain on devait avoir un projet de loi qui allait dans ce même sens. Comment est-ce qu'on contournerait justement ce qui avait posé obstacle en 2007? C'était justement des personnes qui nous disaient que c'était contre leur religion de voter une telle loi. Comment, selon vous, on pourrait justement contourner cela, donc préserver la liberté religieuse des membres du Parlement, tout en préservant aussi les droits constitutionnels fondamentaux des personnes LGBT? Bon, je dois vous le dire, et j'avais mentionné ça dans l'article que j'avais écrit, que on accueille le leader de l'opposition, hein, le docteur Amit Boulev. Et j'avais dit ça dans l'article que j'avais écrit à l'époque quand on était au Parlement. J'étais moi-même contre le Sexual Offences Bill. Ben, il fallait venir de l'avant avec quelque chose et dire très clairement, we are coming forward with this piece of legislation to do that, qu'on avait fait pour Termination of Pregnancy. Il faut avoir un débat national. Parce que ce qu'on avait tenté de faire avec le Sexual Offences Bill, c'était comme si glisser par de backdoor l'amendement au code pénal. Il fallait avoir un débat sur le sujet. Et maintenant aussi, je pense que the time is right. Pourquoi pas avoir un débat et le leader de l'opposition est là. We can have a debate. Quand on avait fait pour Termination of Pregnancy, on avait eu à peu près une cinquantaine de parlementaires qui avaient voté en faveur parce qu'on est venu avec un projet de loi et tout le monde a dit son opinion. Hein, c'était précisément sur ce point-là. Mais on doit venir avec une loi qui vraiment we do away avec section 250 du code pénal et on dit pourquoi on fait ça. On aura un débat dans la société civile qui est correct, on aura un débat au Parlement, et ça, le gouvernement va passer au vote. Il y a un référendum, c'est possible ça? Non, il n'y a pas de provision pour un référendum. Il y a des cas spécifiques qu'on peut avoir des référendums pour les élections, tout ça, mais dans sur ces topics-là, bon, il faudra amender la loi. Merci beaucoup. Donc vous parlez de débat national. Très souvent, on nous dit que les questions LGBT sont des questions taboues dans la société mauricienne, personne ne veut en parler. J'ai ma prochaine question pour Kay. Comment, dans ce cas-là, on pourrait parler de ces questions taboues, qui souvent sont aussi fondées sur parfois certaines interprétations religieuses qui font que les personnes ne parlent pas de ces questions taboues? Comment avoir un débat national tout en conciliant justement les sensibilités religieuses de chacun et en menant quand même ce genre de débat? Merci pour la question. Alors, je pense qu'il y a un travail de base à faire avant même d'arriver à ça. C'est magnifique ce qu'on fait là aujourd'hui, mais c'est très risqué. Pour moi, c'est une bombe. Parce qu'on discute de beaucoup de choses en même temps. Les droits humains, la foi, la religion, la foi, deux choses différentes. La spiritualité et le LGBT, c'est énorme. Donc je pense que c'est pas simple comme discours qu'on est en train de tenir. C'est bien de commencer, mais à la base, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de discours au sein des religions, même, du genre un discours au sein du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme, etc. Mais avec probablement des points de vue différents au sein même d'une même religion, avec cet aspect LGBT. Parce que si on se met à parler juste pour parler au sein d'une même religion où tout le monde pense pareil, on ne va pas s'en sortir en fait, c'est pas le but. Donc de choquer un peu la façon de voir les choses, de se positionner à différents angles de la pyramide, pour enfin s'élever, arriver au point de la pyramide et arriver à voir comment dire, un point de vue général, va être seulement le début en fait de nos discussions. Comment casser les tabous? C'est pas compliqué, c'est commencer à en parler.
c'est de commencer à se dire, déjà, pourquoi est-ce qu'on a si peur d'en parler? On a peur d'en parler parce que c'est différent. C'est différent, on a peur d'en parler parce qu'on a préféré cacher la chose pendant trop longtemps. Mais on se ment nous-mêmes. L'homosexualité n'était pas un terme qui existait il y a X temps de cela, mais il a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors évidemment, je jette pas la pierre aux religions pour ça, loin de là. Je pense que les différentes religions sont évolutives. Je pense qu'à un certain moment, on a interprété les choses par rapport aux besoins d'une société. Le christianisme, au moment de son avènement, il y a eu des changements tout doucement au fur et à mesure que la société a évolué. La même chose pour l'islam, la même chose, un peu différent effectivement, et je vous rejoins maître, c'est que dans l'hindouisme, l'emphase est beaucoup moins mise sur le corps que dans les religions monothéistes. On a vraiment de gros tabous par rapport au pro-touché, etc. Donc l'idée du corps est très 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 tabou. Dans les traditions bouddhistes, hindoues, etc., on parle beaucoup plus de l'âme. Éventuellement, je voudrais en parler tout à l'heure. L'âme, une âme reconnaît une autre âme et s'exprime physiquement. Il n'y a pas de gros tabou autour de ça. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, si on se retourne en Inde, oui, légalement, c'est plus accepté, mais il y a maintenant beaucoup de tabous dans les sociétés indiennes parce qu'il y a eu ce contact avec l'Occident. Donc il y a beaucoup de choses qui sont énormes dans cette petite discussion. On va devoir faire vraiment un tri et mettre de l'ordre avant de tout mélanger et de créer un gros bouillon. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question, mais voilà. Pour aller dans votre sens, c'est évident que nos traditions religieuses sont très différentes et qu'on réagit très différemment selon les doctrines aussi qu'on porte. On a parlé de la Bible, mais je ne parle pas uniquement dans ma tradition la Bible, mais aussi tout ce que les papes ont dit. Et c'est important de souligner que le pape, lorsqu'il était archevêque en Argentine, était un peu opposé lui-même à l'union civile des personnes homosexuelles et que maintenant, peut-être à travers son background de pape, ses rencontres aussi qu'il a faites, change un peu son discours. Donc, ça c'est ce que je voulais souligner aussi. Un autre aspect, c'est que oui, tout ça c'est du vivant et que c'est très évolutif et que dans les dialogues et dans l'écoute qu'on va créer, ben, on va avoir de nouveaux espaces, on va avoir de nouvelles compréhensions et une nouvelle manière aussi de se dire et de dire à l'autre ce qu'on pense. Je vois ça aussi chez les personnes que j'écoute. Elles font presque un coming out avec moi parfois, avant même de le dire à leurs parents. Et donc ça permet ensuite d'être un peu plus empowered pour faire face à leurs parents. C'est compliqué de vivre sous le regard de ses parents et de ce que les parents vont dire, etc. Et au fur et à mesure, évoluer dans cette capacité de se dire aussi, dans le fait d'être écouté. Alors deux choses. Moi, quand je pense au dialogue et aussi quand on met en exergue la religion, alors beaucoup de fois à Maurice, when we think about God, we think about God fearing. Et moi et beaucoup de personnes, surtout dans la religion hindoue, bouddhiste et même chrétienne, d'autres religions, il y a beaucoup de personnes, l'interprétation c'est plutôt God loving. Alors, premièrement, il faut commencer à penser que si je fais quelque chose, peut-être moralement, ce que les gens pensent en termes de religiosité, ça peut être wrong. Mais si on pense d'un Dieu, alors Dieu va te punir si tu es homosexuel. Mais if you think of God as being God-loving, ça change tout. Alors, you know. Et deuxièmement, c'est qu'il ne faut pas juste dire que c'est, of course, aujourd'hui on est en train de faire un dialogue interfaith, mais ce n'est pas juste uniquement la responsabilité aux religions ou au gouvernement ou aux institutions de parler de ces choses difficiles. C'est aussi l'être humain, the citizen, a aussi un devoir envers each other. Alors on ne peut pas juste dire que oui, ça c'est la responsabilité de X, Y, Z, mais where is our responsibility? Alors si nous, on ne veut pas s'ouvrir, si on veut se coller ou bien dire que ma religion dit ça, alors moi je vais faire ça,
it doesn't make sense. Parce qu'on vit dans un monde et on a vu avec la pandémie que, at the end of the day, on est tous pareils, on est tous pareils et ce qui compte, c'est l'amour et le respect de soi, de chacun. Alors, c'est ça, il faut commencer par nous-mêmes. Et c'est pas juste dire que, ok, c'est au gouvernement, il faut changer la loi, il faut changer... Parce que le commencement de tout, c'est la mentalité, c'est nous-mêmes, notre regard, et c'est ça où tout va changer. Alors, ça, c'est... Juste une petite chose, donc voilà, je suis au collectif depuis très longtemps et on a eu des jeunes qui sont venus vers nous, comme j'imagine ils viennent vers le père Laurent Rivette, pour nous dire, écoutez, j'ai l'impression que je suis homosexuel, je crois que c'est ça même, mais je suis très religieux, je ne comprends pas comment je peux concilier ma religion et ma sexualité. Donc, et on a même des témoignages, je voulais juste dire ça parce qu'on a même des témoignages où ils viennent nous dire ce que leurs parents leur font, c'est-à-dire de l'exorcisme, des choses comme ça. Hein. Ça va très très loin, ça peut faire sourire, mais pour eux, c'est vraiment des choses qui arrivent tous les jours à Maurice. Ils viennent vers nous parfois, nous on les redirige vers les institutions religieuses ou des gens à qui on fait confiance, mais c'est une réalité à Maurice où il y a des jeunes qui ont envie de croire en Dieu, qui ont envie de pratiquer, qui ont envie d'aller à la messe, au temple, à la mosquée, et qui n'y arrivent pas parce qu'il y a cette dualité. Donc je pense qu'effectivement, commencer à en parler dans chaque religion comme ça, essayer au moins d'avoir un dialogue, puisque vous-même vous avez dit que vous avez de temps en temps des jeunes qui viennent vers nous. Je pense que c'est important parce qu'il y a un accompagnement aussi à faire pour ces jeunes-là que nous on reçoit quelquefois au collectif. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur ce que... Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de moralité. Et alors justement, d'où le but, je pense, de faire des sélections de nos discours, parce qu'on ne peut pas tout mélanger, ça fait beaucoup de désordre. Et moi, je fais la grosse différence entre ce qui est moral et ce qui est éthique. Et j'irai dans réserver tout ce qui est moral pour effectivement un discours religieux et garder ce qui est éthique pour un discours un peu plus laïque et un peu plus légal. Encore une fois, d'où la complexité de la chose. Alors, je voudrais ici mentionner que on veut forcément, parce qu'on est à l'île Maurice, avoir un discours interreligieux, mais de toute manière, ça sera des lois qui seront basées sur une laïcité. Alors, c'est bien de vouloir faire attention aux susceptibilités des différentes foi, cultures, religions, etc. Mais une fois qu'on aura extrait tout ça, pour pacifier tout le monde, ça sera quand même à la base purement légale et éthique en fait. Et là on parle de droits humains, donc on parle d'éthique. Voilà, c'est surtout ça que je voulais mentionner. En ce qui concerne les droits qui sont en cours actuellement, vous savez qu'à Maurice, nous n'avons pas le concept de Public Interest Litigation. En Inde, c'est le cas. Hein? C'est le cas de Navtej Singh Johar, c'était un Public Interest Litigation. On espère que les choses vont évoluer dans la bonne direction pour les affaires qui sont en cours. Mais pour moi, personnellement, il faudra avoir un débat national qui est initié par les politiciens. Parce que, comme c'est le cas à Maurice, les politiciens qui mènent le débat et il y a la société qui suit. Et toujours, il faut que la société civile soit partie prenante du débat. Mais dans le cas de Johar en Inde, je vais citer ce qui avait été dit. Hein. We have to bid adieu to the perceptions, stereotypes and prejudices deeply ingrained in the social mindset so as to usher in inclusivity in all spheres and empower all citizens alike without any kind of alienation and discrimination. Le plus important, the natural identity of an individual should be treated to be absolutely essential to his being. What nature gives is natural.
This is called nature within. Très important. Merci beaucoup, Maître Normand. Donc, on a parlé justement du travail avec les jeunes. Donc, moi aussi, au collectif, j'ai souvent rencontré des jeunes qui, justement, n'arrivaient pas à concilier leur foi et leur religion, et leur identité. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un travail à faire au niveau des parents? Et là, ma question s'adresse notamment au père Rivet. En effet, j'essaie de retrouver dans ma bibliothèque un petit livre qui s'intitule « Mon fils est homosexuel ». Donc, c'est un théologien, moraliste, Xavier Taylor, qui a beaucoup réfléchi sur la question et qui essaye de dire aux parents comment on peut accueillir ce qui peut être accueilli comme un cataclysme, une catastrophe naturelle, surnaturelle, on parle d'exorcisme, tout ça. Et donc c'est un choc pour les parents. Il faut accepter ça aussi, que ça puisse être un choc et qu'ils n'ont pas grandi dans une société plus libérale, plus permissive. Et je crois qu'encore une fois, on a parlé de dialogue, on a parlé de tolérance. Il faut être tolérant envers celui qui a plus de mal à être tolérant. Hein? Et dans les différentes traditions religieuses, c'est le cas aussi. Il ne faut pas oublier, moi, que si j'espère que d'autres religions soient plus tolérantes, je ne dois pas oublier que dans ma propre tradition religieuse, c'est un fait de laïcité, de distinction entre la loi civile et la loi de Dieu, la loi religieuse. Ça s'est fait dans une longue réflexion, faite de guerres et de discussions très très serrées et violentes aussi. Donc il en est de même pour les parents. C'est normal que dans une famille, ça castagne un peu et qu'on puisse se réconcilier, qu'on puisse accompagner. En tout cas, moi, l'expérience que je fais dans l'accompagnement des parents, c'est que il y a beaucoup de peur, de tabou aussi, mais que quand on crée des espaces comme ça de parole, ils peuvent se dire, ils peuvent dire leur peur, leurs difficultés, du regard des autres, etc. Et bien, ça permet d'avancer. Je crois que c'est vrai, il y a un gros travail d'accompagnement à faire dans le one-to-one avec les parents et permettre aussi, pourquoi pas, des échanges entre parents et l'enfant homosexuel pour pouvoir permettre un coming out plus ou moins apaisé. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé d'amour, mais souvent il y a aussi la question de la haine. On a aujourd'hui par exemple des articles dans notre code pénal qui criminalisent spécifiquement l'incitation à la haine. Il y a des articles même au niveau international qui criminalisent le hate speech, le hate crimes. Et très souvent, lorsqu'on parle justement des questions LGBT, il y a aussi des discours de haine et des crimes de haine, des violences qui sont motivées par la haine. Comment pouvons-nous, à travers un dialogue interreligieux, justement contrer cette haine? Et là, je m'adresse à vous. Jette à l'eau. Alors, je vais parler en tant que métaphysicienne et faire le lien entre l'interreligieux. Alors, ce sont de beaux mots, il ne faut pas oublier que la langue, et j'adore le français pour ça, les mots sont extraordinaires et ils façonnent notre cerveau. Et quand on parle de discours quelque chose, interreligieux, ça veut dire qu'il y a un espace entre celui-ci et celui-là. Ce qui dit espace dit distance. Qui dit distance dit possibilité d'incompréhension. Alors que si on n'était qu'un, il n'y aurait qu'une seule forme de vibration. Je suis métaphysicienne, qu'une seule forme de vibration. Et cette vibration, c'est la vibration la plus haute fréquence, ce qu'on appelle l'amour. Donc quand il n'y a pas d'espace entre un et l'autre, il y a la peur, il y a l'incompréhension et il y a forcément quelque chose qui se développe. C'est en fait ce manque d'amour, c'est en fait cette grosse peur. D'où découlera tous les problèmes en fait. Quand on élimine cette espèce de discours interreligieux qu'on souhaite aujourd'hui parce qu'il nous permet d'avancer, mais éventuellement de ne plus avoir cet inter entre les religions, on va tomber dans une sorte de puits, on va plutôt s'élever dans une sorte de puits, on sera tous un. Et je crois forcément qu'en fait les religions sont arrivées à des moments
précis dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, pour nous enseigner des leçons, forcément, pour nous regrouper autour de structures, de normes, de règles, pour pouvoir nous permettre d'avancer, de nous reconnaître. Mais qu'avec le temps, les choses fusionnent. Tout comme à l'époque, il y avait des Caucasiens, il y avait des Africains, etc. De moins en moins parce que les sangs se mêlent. De plus en plus parce que les religions se mêlent, parce que les cultures se mêlent, parce qu'en fait les fragrances ensemble se mélangent pour créer de nouveaux parfums. Et ces nouveaux parfums, ils sont extraordinaires. On ne peut pas, à ce stade de l'évolution de l'être humain, tout ségréguer, tout séparer pour retourner à il y a 5000 ans ou il y a 3000 ans de cela. Aujourd'hui, là où on se positionne, c'est vraiment dans une sorte de mouvance où on devient un grand puits d'amour. Et par rapport à ça, je voudrais juste ramener vous montrer comment est-ce qu'en fait cette métaphysique ramène les différentes religions en prenant quelques extraits de textes. On a parlé tout à l'heure de... Hop, je ne sais plus où. On a parlé tout à l'heure de... L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ouais, je crois que on peut confirmer que l'homme a été créé à l'image de Dieu dans la Bible. Dans l'hindouisme, justement, et j'allais y venir, ce que j'aime énormément, c'est Atma est égal à Brahma. Donc l'âme, Tattwamasi, est égal à... En fait, l'âme est égale à l'univers. Et quand on va prendre le point de vue purement scientifique, métaphysique, c'est qu'il y a 5 éléments dans l'être humain et il y a 5 éléments dans l'univers qui se retrouvent. Donc quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est pas que Dieu il a 2 yeux, un nez et une bouche. C'est que l'homme, l'être humain, est façonné de par sa nature profonde, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, psychologique, mental, etc. Il est fait de la même nature. Et cette même nature, en fait, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle la conscience universelle, se résume dans toutes les traditions, en fait. C'est juste que notre petit cerveau qui conçoit, en fait, le monde comme un monde duel, c'est moi ici et Dieu out there, au-delà, crée une séparation entre les deux. Mais la minute où on reconnaît l'univers ou les univers comme étant des forces énergétiques immenses dont on fait partie intrinsèquement, on n'est pas en dehors de ces forces puissantes et voilà, non seulement elles sont à l'intérieur de nous, mais on est cette énergie en fait. À la base, aujourd'hui, on est cette énergie. Donc quand on a éliminé l'espace entre l'autre et soi, on ne peut que le reconnaître en tant que même. Et quand on reconnaît l'autre en tant que même, comment est-ce qu'on peut ne pas l'aimer? Donc voilà. Il y a dans l'hindouisme ce qu'on appelle Aham Brahmasmi. I am God. I am a manifestation of God. So God has created me, so how can I be imperfect? So we have to accept people as they are. Aham Brahmasmi. Moi, je voudrais dire que je vais parler en tant que pédagogue. Alors moi, je pense que most of the hate that we see in the world, it stems from ignorance. Ok, alors pour répondre à ta question, je pense que pour commencer, et comme pédagogue, je pense que c'est essentiel qu'il faut éduquer les gens. Alors peut-être on doit commencer par l'école maternelle, primaire, etc., où je pense qu'il manque we learn about our own religion and our own religious texts. What about learning about the religious texts and the religions of each other? Alors moi je pense que ça commence là, et si on fait un peu d'effort et si on essaie de se comprendre each other, c'est quand même commencer ce dialogue et dire que quand même on n'est pas aussi différent que ça. Alors les textes religieux, maybe they all come to the same thing, c'est about love, comme vous dites, et que comment, comme tu as dit, est-ce qu'on peut penser que, ok, on est différent de par notre couleur de peau, notre appartenance religieuse, politique même, ou the gender that we want to choose. Mais at the end of the day, ce que les textes religieux ils veulent dire, c'est, moi je crois que c'est l'amour. Et c'est ça où il faut commencer. Alors l'éducation, learning about each other and the religion of each other, et dialoguer, essayer de comprendre that what makes us different is the fact that on peut avoir différentes perceptions des choses,
mais qu'on commence et on finit par l'amour. C'est ça. Merci beaucoup, Krishni. J'avais une question spécifiquement pour toi, parce que tu as été très impliquée sur les questions de santé mentale. Et souvent, les gens disent qu'il y a eu des études qui ont été menées que ceux qui expriment la violence ont à l'intérieur d'eux-mêmes une violence internalisée. Est-ce que tu penses que c'est le cas, Maurice? Ok, premièrement, pour la santé mentale, alors, comme tu as dit, il y a des jeunes qui viennent nous voir et qui disent que, ok, on est mal compris et on veut être religieux, on est chrétien, mais on veut être aussi homosexuel et comment concilier. Alors, il y a un problème, c'est que beaucoup de personnes qui nous contactent chez My Matters, c'est le fait que beaucoup de ces personnes, ils sont homosexuels. Et pour eux, leurs parents, quand ils font leur coming out, c'est un psychologue ou un psychiatre de pas bien d'eux. Ok, ça c'est first of all. Et voilà, il y a un grand problème parce que si on est, we want to come out, on parle à nos amis, à nos parents, et première affaire, oui, tu es un psychiatre. Ok. Alors, ça c'est très important. Alors, les personnes qui ne sont pas compris et qui ils sont of a certain gender, they want to embrace, whatever gender they prefer, ils ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas compris et ça peut avoir un impact sur la santé mentale. Alors beaucoup de ces jeunes, même à l'université de Maurice, on rencontre ces jeunes qui ils font they are undergoing depression and other forms of mental imbalances. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont mal compris. Et alors, on voit ça alors dans leurs études, ils vont pas, they won't perform as well as they normally do parce que dans leur famille et disons que le coming out ne s'est pas bien passé, ils sont stigmatisés dans la société, alors ça peut avoir un impact sur leur santé mentale. Alors pour ta question, violence, ok, et si on est violent soi-même, alors je veux dire que ça peut je pense que c'est surtout parfois le manque de dialogue qui fait que les personnes en fait internalisent au fond d'eux-mêmes cette violence et ne l'expriment pas leur idée et souvent le manque de dialogue en fait crée encore plus de violence que le dialogue aurait résolu. Exactement. Et on voit ça surtout sur le social media. Ok, moi-même quand I post something that is controversial, et surtout concernant les droits humains, indigenous rights, féministes, et surtout pour les homosexuels, on voit que de l'autre côté, les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous avez dit, et ils vont commencer à extérioriser une sorte de violence. Alors ça aussi, exactement. Alors, mais on se dit, mais on peut avoir des opinions différentes, et c'est pas nécessaire que you attack me personally because of that. Mais ça peut aussi lead to, mental problems, parce que je viens de voir ça sur Facebook hier. Il y a une fille qui est influencer et elle a fait des propos sur Facebook or something et on a commencé à bully that person. Alors il faut faire bien attention, même si on est en train de faire ici un dialogue et qu'on est in a safe space, c'est pas certain que Facebook ou même les groupes qui sont private groups, ça peut dégénérer, alors il faut bien faire attention. Si on veut parler de quelque chose et qu'on n'est pas sûr what is the mood and what is the c'est avec qui on est en train de parler, alors il faut bien faire attention parce que we can have very good intentions, mais ça peut basculer et ça peut devenir violent. Je rebondis dessus vite fait. On sait de quoi tu parles parce que collectif, comme vous savez, on a eu 2 années, on va dire, on a été victimes, nous aussi. La marche a été ciblée par des gens qui nous détestent et tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie, non? Vous ne trouvez pas de détester, de venir à Port-Louis, de jeter des roches, de machin et tout ça, alors que ça demande beaucoup plus d'énergie. On ne fait pas attention à l'autre et c'est pas du tout ce que tu es en train de dire. Oui, tu sais, si on voit l'autre comme étant nous-mêmes, on ne va pas vouloir lui faire de mal. Mais il y a une distance, effectivement, que d'un coup, moi, je deviens d'un coup l'ennemi de cette personne que je ne connais pas, mais qui est censée être mon frère. On est tous mauriciens,
Ici, tout le temps, on dit, voilà, le mauricianisme, etc. On est tous mauriciens, le peuple arc-en-ciel et tout. Et aujourd'hui, un seul coup, donc à part lui, je deviens ennemi de cette personne. Je lui ai rien fait. Jamais. Jamais. Genre, rien du tout. Et il va venir et déclencher cette haine-là sur moi. Et effectivement, si on n'est pas suffisamment équipé, si on n'est pas assez fort pour pouvoir tenir, si on n'a pas une cellule de soutien derrière nous, on peut vite avoir des problèmes, être en dépression, etc. Parce que recevoir de la haine constamment comme ça, de la part de gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, ça c'est pire je crois, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est pour ça que voilà, au collectif, on a toujours besoin de nos partenaires, on a toujours besoin d'avoir des gens autour de nous qui vont soutenir nos actions, voilà, parce que c'est les droits humains tout simplement, et qu'on soit libre de pouvoir marcher, aimer comme tout le monde. Et aussi, aimer l'autre, c'est aussi l'empathie. Alors je pense que most of the problems that we have in society nowadays, c'est a lack of empathy. Alors, if you can put yourself, empathy is putting yourself in the shoes of the other person. Alors, c'est ça. What would you have done if you were in this situation? Le problème là, c'est que l'autre n'est pas comme moi. L'autre est différent. Je suis hétérosexuel, l'autre est homosexuel. Je ne sais pas ce que c'est qu'être homosexuel. Comment est-ce que j'aurai de l'empathie pour l'autre? Comment est-ce que je vais rejoindre l'autre? Et c'est là où la parole entre en jeu. C'est là où aussi il faut... Et bien ça, enfin, moi, en vous entendant, je me dis que c'est un discours dans une tradition très orientale. Dans la tradition plus occidentale, à laquelle j'appartiens, l'importance de la parole est fondamentale. Parce que c'est la parole qui va permettre, justement, de rejoindre l'autre et de comprendre qui est l'autre. Parce que l'autre reste autre, il est différent de moi. Et ce qui fait l'ignorance et la haine, c'est que je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir de l'empathie parce que je ne comprends pas l'autre. Et donc il faudra ouvrir cet espace en moi pour accueillir la parole de l'autre qui va quelque part me heurter et qui va m'interpeller pour que je puisse rejoindre l'autre dans ce qu'il est. Que l'autre puisse le dire. Tout à fait. Parfois, il n'y a pas de place parfois pour la parole. Moi, j'aurais bien aimé ce jour où on ne s'attendait pas du tout à être accueilli de cette façon-là. Je suis un être humain, je me sens un seul coup, tu sais, diminué totalement. Et comme si je me dis, ça aurait été sympa qu'on arrive à s'asseoir avec ces gens-là et dialoguer. Il n'y a pas de place, malheureusement. D'où, voilà, c'est important, c'est très intéressant de créer ces espaces où on est safe et tout, comme si je n'avais pas peur pour ma vie ici. Mais je veux juste dire que parfois, il n'y a pas de l'autre côté, ou même parfois, on ne fait peut-être pas assez de cet effort-là d'aller vers l'autre, donc est-ce qu'on peut parler au moins? Je veux juste dire que parfois, la parole c'est pas... Oui, oui. Et aussi, on est fatigué parfois, parce que à force de parler et de dire des choses que la personne qui est en face de nous nécessairement n'est pas d'accord avec, mais on est fatigué parce que dans le domaine social, il y a beaucoup de fois que même sur les réseaux sociaux, même si je peux écrire une publication, je suis pédagogue, je suis académique, alors combien de... Même il a écrit beaucoup de papiers, de publications, il a parlé dans des conférences about these things. Mais parfois, comme tu as dit, à force de parler, rien ne se passe. Et on n'arrive pas à changer ce regard, les préjugés. Alors, quoi faire dans ce cas? Je voudrais juste dire une petite chose par rapport aux barrières dans la communication. Il faut comprendre qu'il y a différents niveaux de vérité. On parle de la vérité, mais il n'y a jamais une vérité absolue. Et on peut parler d'un même topic, d'un même sujet, avec des niveaux de vérité différents. Donc on ne parle pas d'ici de niveau intellectuel, ou je ne sais pas quoi, mais ce sont encore une fois, des vibrations, ce sont des niveaux où on peut parler et que l'autre arrive à nous rejoindre, ou tout simplement, il aura sa façon de voir les choses, et il sera fermé dans cette façon de voir les choses, il va nous présenter sa vérité, qui va tenir pour une majorité de personnes, et moi je parlais de ma vérité qui va tenir pour une autre majorité de personnes. Et c'est comme ça qu'en fait que les conflits se créent. Mais dans des discours où on est à la base décidé
et parce que je crois que c'est très important, avant même de commencer un discours, c'est de se dire, je suis décidé, quoi qu'il arrive, de m'ouvrir à l'autre. Quoi qu'il arrive. Forcément, il y aura peut-être des petites choses qui vont cliquer, qui ne vont pas cliquer. Mais à la base, si je fais cette démarche de me dire, ok, je m'ouvre à une éventualité que l'autre ait vu un angle que moi je n'ai pas vu. Si on commence déjà comme ça, on peut, dans le pire des cas, apprendre quelque chose. Je pense que ça c'est énorme, déjà. Avant de passer aux questions, j'ai une dernière question, aux questions du public bien sûr. J'ai une dernière question pour mes panélistes. Donc on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, on a dit voilà qu'est-ce qu'on doit dire, comment est-ce qu'on peut créer le dialogue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que ça ne reste pas que des paroles? Revenir demain.